Donc, du coup, il est 11h05. Je vois qu'on est un petit peu plus d'une vingtaine de participants. Donc, je vous propose de commencer le webinaire. Donc, d'abord, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Donc, comme vous l'aurez compris, qui est consacré aux aides d'État et plus précisément au régime européen d'encadrement des aides d'État. Et l'idée de ce webinaire, ce sera de vous, au-delà de vous présenter le régime juridique européen des aides d'État, ce sur quoi je m'attarderai dans une première partie, mais de manière pas trop longue. L'idée, ça sera de vous présenter surtout les souplesses accordées par l'UE dans son encadrement juridique des aides d'État, notamment consacrées à la recherche, au développement et à l'innovation et d'essayer de déceler pour vous, acteurs de la filière automobile et du secteur de la mobilité, des opportunités de financement nationaux des opportunités qui sont permises par cet encadrement européen des aides d'État. Donc, concernant le programme de ce webinaire, le déroulé du webinaire. Donc, l'idée, ce sera comme je l'ai dit, de vous faire une présentation d'une quarantaine de minutes des tenants et aboutissants du régime européen d'encadrement des aides d'État. Donc, vous voyez à l'écran le sommaire. Il s'agira d'une part d'un éclairage sur le fonctionnement du régime européen des aides d'État, un éclairage juridico-politique d'une part, en présentant la base juridique et le mode opératoire de la Commission européenne pour statuer sur les aides d'État. Et d'autre part, l'enjeu sera d'illustrer de manière un petit peu plus concrète les aboutissants de ce régime au niveau national, les souplesses que ce régime permet et qui impactent potentiellement des financements qui pourraient vous être octroyés à vous, acteurs français de la filière automobile et du secteur de la mobilité plus largement. Donc voilà, le sommaire, il est un petit peu structuré en trois parties. Donc la première partie, j'en ai déjà parlé. La deuxième partie, donc ce sera de vous présenter les marges de manœuvre laissées par le régime européen des aides d'État au secteur de la recherche, du développement et de l'innovation. Donc avec un certain nombre de textes qui prévoient ça et de régimes temporaires qui prévoient également certaines souplesses. Et dans un troisième temps, l'idée ce sera de vous présenter dans quelle mesure l'UE est à votre écoute sur ces sujets-là et dans quelle mesure il y a matière, au regard des consultations qui ont été ouvertes ces derniers mois et qui sont encore actuellement, et certaines qui sont encore actuellement ouvertes, il y a matière à, on va dire, pousser vos sujets, pousser vos intérêts pour permettre à ces souplesses d'être encore plus nombreuses, d'être encore plus larges et de faciliter des financements nationaux qui pourraient vous être octroyés. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est voilà, de vous présenter une base juridique et puis ensuite de faire émerger les opportunités et puis dans un troisième temps de vous montrer quelles actions à court terme, à quelles actions à court terme vous pouvez participer pour avoir une influence sur une plus grande souplesse de l'UE vis-à-vis des aides d'État qui pourraient être à votre disposition au niveau national. Donc, simplement quelques mots aussi sur les modalités liées aux modalités du déroulement du webinaire. Donc, voilà, comme d'habitude, enfin, un petit peu comme pour tous les webinaires auxquels vous avez l'habitude de participer, je vous invite à couper vos micros et vos caméras pour une meilleure, pour préserver un petit peu la bande passante. Pour poser vos questions, je vous invite à utiliser le chat prioritairement et potentiellement, s'il y a une question plus précise ou plus urgente à vos yeux, d'utiliser l'icône main levée pour prendre la parole et poser la question tout de suite, sachant que l'idée
Et ça apparaît sur la slide à l'écran, c'est de garder un gros quart d'heure en fin de webinaire pour prendre vos questions, pour développer des réponses sur les questions et les interrogations que vous pourriez avoir. Et simplement, le webinaire est enregistré, la présentation vous sera envoyée par mail directement à la suite de ce webinaire. Donc concernant, en introduction, simplement quelques mots d'introduction. Donc concernant les objectifs de ce webinaire, il s'agira d'une part, comme j'ai dit, d'apporter un éclairage sur les fondements juridico-politiques du régime européen en matière d'aide d'État. Un régime qui est souvent perçu comme la résultante d'un système administratif européen, parfois un petit peu vu comme technocratique et pas toujours suffisamment capable de prendre en compte des problématiques liées à des contextes, à des conjonctures économiques et à des problématiques concrètes pour les acteurs économiques de l'UE que vous êtes. Et d'autre part, et c'est le deuxième grand objectif, il s'agira de démontrer que le secteur de la recherche, du développement et de l'innovation, il est appréhendé d'une manière spécifique, particulière par la Commission européenne et que, à la différence du régime des aides d'État tel qu'on peut le percevoir d'une manière plus large, pour la RDI en particulier, c'est un régime qui n'est pas si rigide et qui laisse un certain nombre d'opportunités exister. Et comme j'ai dit en introduction, encore une fois, l'idée, ce sera de mettre la lumière sur les points qui font figure d'opportunité pour vous, notamment des financements concrets qui pourraient vous être fournis par l'État. Et l'idée, ce sera voilà, au travers des consultations, de vous faire comprendre que ces souplesses, elles peuvent perdurer ou non, être plus larges, plus grandes, avoir un champ d'application plus étendu. Mais pour cela, il faut faire passer ce message à la Commission européenne et le canal d'influence principal pour faire passer ce message, c'est évidemment les consultations publiques qui ont été ouvertes ces dernières semaines, qui sont pour l'une d'entre elles que je vais vous présenter au cours de ce webinaire encore ouverte. Et quelques rappels également d'introduction sur la notion d'aide d'État telle qu'elle est perçue au niveau européen. Donc voilà, pour rappel, la notion d'aide d'État, elle peut être définie de la manière suivante. Donc il s'agit d'une subvention qui procure un avantage anormal qui favorise l'entreprise bénéficiaire au détriment des autres entreprises, potentiellement d'autres États membres de l'UE. Donc, comme vous l'aurez compris, cette notion, elle est par essence contradictoire avec avec les principes qui régissent l'espace économique européen et le marché intérieur de l'UE, principe de concurrence donc, principe de libre concurrence même plus précisément. C'est pourquoi, en termes de droit de l'UE, les aides d'État sont encadrées par un principe simple. Elles sont interdites par principe, car considérées comme clairement contraires au principe de libre concurrence. Donc, la conséquence directe de cet encadrement juridique, c'est une obligation pour l'État français de s'y conformer. Concrètement, ça signifie ça signifie une limitation du soutien potentiel de l'État, soutien potentiel national aux acteurs économiques nationaux, en particulier pour ceux qui exercent une activité qui aura un impact au-delà des frontières nationales et qui, de fait, sont en concurrence directe avec des acteurs d'autres États membres et qui auront un avantage par rapport à ces acteurs. Voilà, ce point, ça sera ce principe de base, ça sera le postulat de départ de ce webinaire.
la base théorique, mais le but de ce webinaire, comme j'ai dit, ça sera d'apporter une lecture plus concrète en ce qui concerne la RDI et de voir comment le sujet est appréhendé par l'Union européenne dans la pratique. Donc, par ailleurs, la Commission européenne, elle prend en compte aussi dans son traitement des aides d'État, et ça au-delà de la recherche et de l'innovation, mais aussi et surtout sur la recherche et l'innovation. Elle prend en compte le contexte économique dans lequel les acteurs évoluent. Voilà, au-delà de ce régime strict, la Commission européenne est en mesure de prendre en compte un contexte qui est marqué notamment d'une part par la relance post-crise du Covid-19. Donc voilà, de faire preuve en ce sens de souplesse à l'égard des filières qui ont été fortement impactées par ce contexte-là, notamment la filière automobile. Et d'autre part, face à un domaine d'activité qui est particulier comme la RDI, qui peut difficilement tirer exploiter son plein potentiel sans financement public, parce que ce sont des financements à risque sur lesquels les acteurs et les financeurs privés ne sont pas tellement enclins à prendre des risques. L'idée, ça sera aussi d'apporter de la souplesse et de la compréhension par rapport à un domaine d'activité qui est aussi spécifique. Donc j'en ai fini avec les quelques éléments et les quelques rappels introductifs. Ça me permet d'entrer dans le vif du sujet concernant le fonctionnement du régime européen des aides d'État et sa base juridique. Donc, concernant la base juridique du régime européen d'encadrement des aides d'État, donc il faut dans un premier temps évoquer l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Donc, selon cet article 3, la Commission européenne dispose d'une compétence exclusive en matière d'établissement des règles de concurrence, des règles qui sont jugées nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. Donc, en résumé, cet article 3, ce qu'il précise principalement, c'est l'acteur qui contrôle et qui tranche la compatibilité ou non d'une aide d'État, c'est-à-dire la Commission européenne, qui est de fait l'acteur clé qui peut accorder ou non un certain nombre de souplesses et trancher sur la compatibilité, comme je l'ai dit, des aides qui sont accordées, des subventions qui sont accordées. Donc cet article 3, dans un premier temps, il nous permet d'identifier quel est l'acteur clé, c'est-à-dire la Commission européenne. Et concrètement, la mission de la Commission européenne, et c'est au-delà de la Commission européenne au sens large, c'est spécifiquement le travail de la direction générale en charge des sujets de concurrence, qu'on appelle la DG Comp dans le jargon européen. Son travail, c'est d'empêcher donc toutes les démarches permettant à une entreprise ou à plusieurs entreprises d'acquérir une position avantageuse par rapport à d'autres acteurs, d'autres concurrents du même secteur d'activité. Donc ça inclut les ententes, les abus de position dominante, les monopoles, les concentrations et surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les aides d'État. Donc, par ailleurs, en complément de cet article 3 du TFUE, qui met la lumière sur l'acteur principal à surveiller, à viser, c'est l'article 107, paragraphe 1 de ce même TFUE, qui apporte, lui, des précisions concernant la définition de la notion d'aide d'État un petit peu plus spécifiquement. Donc, cet article 107, il précise que sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre les pays de l'UE, donc les aides d'État accordées par un pays de l'UE qui fausse la concurrence, favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Donc,
En résumé, l'idée générale de ce principe est d'empêcher les subventions publiques de fausser la concurrence dans le marché intérieur et d'affecter les échanges entre les États membres. Donc il s'agit en clair d'un garde-fou de l'UE pour préserver le bon fonctionnement de son marché, de son marché intérieur et d'empêcher, entre guillemets, les États membres de subventionner de manière abusive un acteur qu'ils souhaiteraient voir acquérir une position dominante sur le marché au niveau international. Et enfin, troisièmement, et c'est la troisième base juridique qui définit la notion d'aide d'État telle qu'elle est appréhendée par l'Union européenne, c'est la communication de la Commission européenne relative à la notion d'aide d'État, donc qui énumère 4 critères qui permettent à la Commission européenne de qualifier une aide d'État lorsqu'elle est amenée à trancher sur la compatibilité ou non d'une aide d'État vis-à-vis de son régime. Donc, premier point, c'est qu'une aide d'État est une aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de l'État, toute aide accordée par exemple, une entité intra-étatique, pour la France, ce sera typiquement une région, sera aussi considérée comme une aide d'État, donc par principe interdite. Le deuxième point, c'est une aide qui favorise une ou plusieurs entreprises par l'octroi d'un avantage sélectif, donc c'est-à-dire en clair une subvention. Ça peut être également d'autres avantages de type fiscaux, mais pour la recherche, le développement et l'innovation, on sera plutôt sur des cas de subvention, donc inutile de m'attarder sur les autres types d'avantages sélectifs. Troisième point, c'est une aide qui fausse potentiellement la concurrence, donc c'est lié à ce que j'ai expliqué juste avant, et qui affecte les échanges entre les États membres de l'UE. Donc sur cette slide, je vais vous présenter, donc après vous avoir présenté sur la slide juste avant la base juridique, je vais vous présenter le mode opératoire de la Commission européenne et en particulier de la DG Comp, donc qui est l'entité au sein de la direction générale, au sein de la Commission européenne, qui est en charge du traitement et des aides d'État. Donc, comme vu dans les textes présentés juste avant, la compatibilité ou non d'une aide d'État, elle est évaluée et décidée par la DG Comp. Au-delà et c'est un peu l'intérêt de cette slide, au-delà des textes, il est intéressant de comprendre comment la DG Comp procède. 3 points à retenir sur la manière de procéder. Donc, d'une part, la Commission européenne statue sur la compatibilité des aides d'État avec le marché intérieur avant, et c'est vraiment le point important, la position de la Commission européenne, elle est affirmée avant que l'aide d'État ne soit versée. Donc, c'est pas possible pour un État membre, et c'est en tout cas interdit pour un État membre de verser une aide et ensuite de voir si la Commission se prononce ou non. Dans un second temps, en fait, donc ça, c'est la manière de procéder. Donc ensuite, l'État notifie, en fait, l'État doit notifier à la Commission européenne au préalable, avec un délai suffisamment long pour lui permettre d'émettre ses observations, sa volonté d'octroyer une aide d'État. Sur cette base, ensuite, la Commission européenne dispose, et c'est la dernière étape, d'un délai de 2 mois pour statuer avec, c'est ce qu'on appelle l'obligation de suspension. Et après ce délai de 2 mois, s'il n'y a pas si la Commission européenne ne statue pas, l'aide est acceptée, est considérée comme acceptée. En ce qui concerne la RDI plus spécifiquement, et c'est toujours là pour vous donner une vue d'ensemble des bases juridiques qui encadrent les aides d'État, on retrouve 2 textes donc, qui font office de base juridique, et ces 2 textes ils permettent de voir émerger
les premières souplesses, exemptions et exceptions donc, qui montrent que le régime d'aide d'État, le régime européen qui encadre les aides d'État, il n'est pas si strict en ce qui concerne le domaine de la RDI. Donc le premier de ces textes, c'est le règlement général d'exemption par catégorie, donc le GBER. GBER, c'est l'acronyme de l'appellation en anglais. Donc ce GBER, il définit les conditions dans lesquelles les aides d'État à la RDI sont exemptées de notification préalable. Donc concrètement, ça signifie que l'aide peut être octroyée sans passer par le mode opératoire que j'ai présenté dans la slide juste avant. Donc, pas besoin de notifier à la Commission européenne la volonté d'octroyer l'aide d'État, puisque parce qu'elle appartient à une certaine catégorie, elle sera de fait acceptée. Et le deuxième texte qui encadre la RDI, et il est complémentaire, ce sont deux textes qui sont complémentaires pour encadrer la RDI. C'est l'encadrement RDI, qu'on peut appeler aussi RDI Framework en anglais, ou RDIF, c'est l'acronyme, qui énonce donc les règles permettant à la Commission européenne d'évaluer les aides à la RDI n'ayant pas d'exemption par catégorie, donc qui ne sont pas éligibles au premier, en fait. L'idée, c'est de compléter. Donc voilà, et de couvrir le scope le plus large avec donc deux textes. Un premier qui a une valeur juridique plus forte que le second, puisque le premier exempte de notification et donc ne demande pas à la Commission européenne de statuer. Et donc ça me permet directement de passer à la seconde partie qui est consacrée aux marges de manœuvre laissées par le régime européen des aides d'État au secteur de la RDI au travers justement de ces deux textes. Ces deux textes qui sont le GBER et le RDIF. Donc pour le premier, le GBER, donc l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de permettre à la Commission européenne d'adopter des règlements pour exempter certaines catégories d'aides d'État à l'obligation générale de les notifier préalablement à la Commission pour approbation. Donc à noter, et c'est ce que j'indique sur la slide à l'écran, que le Conseil de l'UE, c'est-à-dire les États membres, peut définir aussi ces exemptions. Donc concrètement, les États membres ils disposent d'une plus grande latitude de mise en œuvre des aides d'État à la RDI. Il s'agit d'un texte prévoyant, comme je l'ai dit par avance, des exemptions pour des catégories spécifiques, des exemptions donc au principe de base énoncé dans le TFUE qui interdit toute aide d'État par principe. Donc là, vous pouvez voir à l'écran donc les catégories qui sont concernées par ces exemptions. Donc on retrouve un certain nombre de catégories, dont les aides à la recherche, au développement et à l'innovation. Donc particulièrement intéressant. Et en ce qui concerne, et pour entrer dans le détail des aides à la RDI, j'ai mis sur la droite les activités spécifiques qui sont concernées pour ce règlement. Donc ces activités, ce sont donc premier point les projets pilotes et prototypes. Donc ils sont définis dans le règlement comme des activités qui incluent la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés, de services nouveaux améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de vie réelles. Donc, et il est bien noté dans le règlement que cela ne comprend pas les modifications apportées à des produits, à des lignes de production, par exemple, à des procédés de fabrication.
Donc on est vraiment sur la création de prototypes et de projets pilotes. Le deuxième point, ce sont les activités des clusters d'innovation, et le financement de clusters et de pôles d'innovation, qui sont définis dans le règlement comme une structure, comme des structures avec des membres qui sont indépendants et qui sont diversifiés, éventuellement des startups, des PME, des grandes entreprises, des organismes de recherche et de diffusion de connaissances, des organismes sans but lucratif également. Donc ça correspond globalement au pôle de compétitivité, par exemple. Et ces organisations, les pôles d'innovation, ils doivent être destinés à stimuler l'activité d'innovation, le partage de connaissances, l'échange de connaissances, de savoir-faire, la collaboration, la mise en réseau. Donc, comme je l'ai dit, globalement, ça représente l'activité des pôles de compétitivité. Et enfin, le troisième point, la troisième activité qui est spécifiée, ce sont les innovations de procédés. Donc, il s'agit de la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution améliorée, impliquant des changements qui doivent être vraiment significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel. Et enfin, dernier point sur ce règlement GBER, c'est le plafond du régime d'exemption des aides d'État, donc qui est fixé à 15 millions d'euros par projet. Donc pour toute aide d'État qui dépasserait ce plafond, le, la notification à la Commission européenne deviendra obligatoire et on ne serait plus dans le cadre de ce règlement-là. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, j'ai présenté le premier texte, GBER, donc ça me permet ensuite de passer au second, qui est l'encadrement RDI, RDIF, enfin qu'on peut appeler RDIF également. Donc, il s'inscrit clairement en complément du GBER. Et il précise cette fois-ci non pas des domaines d'exemption, mais des domaines d'exception pour la RDI. Donc des domaines qui permettent d'octroyer dans lesquels il est permis d'octroyer des aides d'État sous réserve d'un accord de la Commission européenne après notification. Donc, il s'agit donc de domaines qui ne sont pas forcément couverts par le GBER. Donc, le scope ici est un petit peu plus large et les plafonds de financement sont un petit peu plus élevés. Voilà. Donc là, vous pouvez voir à l'écran les différentes activités que la Commission européenne a identifiées pour ce qui est de la RDI, pour lesquelles les aides d'État sont compatibles avec le marché intérieur. Donc on retrouve les activités liées au projet de R&D, les activités liées à des études, les activités qui sont des études de faisabilité liées au projet de R&D. Troisième point, les aides à la construction, à la modernisation d'infrastructures de recherche. Et quatrième point, des aides aux activités d'innovation. Et cinquième point, des aides en faveur des pôles d'innovation. Donc l'objectif de cet encadrement, comme je l'ai dit, c'est de permettre aux États membres d'octroyer des aides à la RDI qui soient supérieures à celles prévues par le GBER, tout en restant en accord avec la politique européenne et en accord avec la position de la Commission européenne sur ce sujet-là. Donc ces possibilités
d'aides d'État, elles favorisent la compétitivité européenne. Elles sont justifiées par la volonté de la Commission européenne de favoriser la compétitivité des acteurs européens en matière de recherche, de développement et d'innovation. Donc là, vous pouvez voir à l'écran les, les- les- les pourcentages de financement d'aide d'État permises par cet encadrement-là. Donc sur la recherche fondamentale, sur la recherche appliquée. euh, et voilà. Euh, Globalement, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est des aides qui permettent, qui offrent des plafonds supérieurs et qui sont acceptées par la Commission européenne après notification, sous réserve qu'elles entrent dans le plafond et dans le pourcentage précisé par la Commission européenne ici dans l'encadrement et sous réserve qu'elles entrent dans le champ d'application des activités que j'ai énoncées aussi juste au-dessus. Par ailleurs, et c'est un élément que j'avais annoncé en introduction, la Commission européenne, elle montre également, et ça c'est un point qui va aller un petit peu au-delà du sujet spécifique de la RDI, elle, elle, la position de la Commission européenne, c'est de faire preuve de souplesse par rapport aux conjonctures économiques et au contexte économique. Et c'est typiquement le cas typiquement le cas pour l'encadrement temporaire lié au contexte de Covid-19, donc qui était entré en vigueur durant la crise du Covid-19 pour soutenir les acteurs économiques en difficulté, et puis qui a été prolongé un certain nombre de fois et qui a encore une fois été prolongé en septembre dernier. Et donc l'objectif ici, et le champ d'application de cet encadrement temporaire, c'est de permettre aux États de soutenir l'investissement en vue d'une reprise durable et d'autre part de permettre aux États des mesures de soutien à la solvabilité pour attirer les investissements privés dans les entreprises, en particulier pour les PME en difficulté, qui dépendent généralement du financement par prêt bancaire. Donc, comme je l'ai dit, le 30 septembre dernier, la Commission elle a prolongé cet encadrement donc jusqu'au 30 juin 2022. S'il faut illustrer cet encadrement, donc on peut typiquement citer le plan France Relance qui s'inscrit dans ce cadre-là et qui a été validé par la Commission européenne sur la base de cet encadrement temporaire. Et par exemple, dans ce cadre-là aussi, en septembre dernier, la Commission européenne elle a autorisé un régime d'aide français de 3 milliards d'euros par des prêts et des investissements en fonds propres à destination de PME. Donc voilà, globalement, ça montre la capacité de l'UE à adapter son régime aux conjonctures économiques et à faire preuve de souplesse. Voilà. Autre mécanisme ou type de projet, en tout cas, c'est l'IPCEI qui est important à évoquer lorsqu'on parle d'aide d'État. Donc, toujours dans l'idée d'adaptation du régime des aides d'État à un contexte particulier. Les IPCEI, ils offrent une souplesse pour les États membres pour s'adapter à une dynamique politique, en l'occurrence, globalement une dynamique de transition qui sera structurante pour l'avenir de toute une filière. Donc, comme vous le savez sûrement, un certain nombre d'IPCEI ont été montés pour accompagner la transition de la filière automobile vers l'électromobilité, notamment avec un IPCEI sur les batteries, par exemple, ou IPCEI sur l'hydrogène.
Donc, pour rappel, l'IPCEI, c'est un mécanisme européen qui vise à promouvoir l'innovation dans des domaines industriels stratégiques et d'avenir au travers de projets transnationaux. Et en termes de mode opératoire, ça fonctionne comme un projet d'aide d'État avec un objectif commun à plusieurs États. Et il s'agit pas d'un, et il faut pas faire il faut pas confondre, il s'agit pas d'un programme de financement, mais il s'agit simplement d'une autorisation accordée par l'UE aux États membres à financer ensemble des initiatives au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne en matière d'aide d'État, c'est-à-dire ce qui a été présenté dans les slides juste avant. Donc, ça permet de dépasser ça parce que, et c'est justifié par le fait que plusieurs États financent ensemble un même secteur d'activité, donc ça impacte moins en matière de concurrence. Et les projets, ils doivent revêtir deux aspects. D'une part, comporter des innovations significatives allant au-delà de l'état de l'art dans le secteur concerné, donc avec, en l'occurrence ici, une dimension RDI importante, et présenter un intérêt pour la collaboration avec d'autres projets européens dans le cadre de l'IPCEI. Donc ça doit être collaboratif entre différents États membres de l'UE. Voilà. En ce qui concerne la filière automobile, les derniers gros IPCEI, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été ceux sur les batteries, sur l'hydrogène, et on a normalement la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Jean-Luc Brossard de la PFA et de Stellantis qui a été impliqué sur le montage de ces IPCEI batterie et hydrogène et qui va pouvoir prendre la parole quelques minutes pour nous apporter sa vision sur le mode opératoire et puis sur le montage de ces IPCEI. Donc, je ne sais pas, Jean-Luc, je sais pas si Jean-Luc est avec nous. Oui, tu es là. Oui, Donc, je te laisse la main quelques minutes du coup, pour oui, présenter ça. bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on peut apporter au niveau de l'IPCEI, donc c'est comme l'a dit Mathieu, c'est un système qui permet aux États membres en fait d'aider des amorçages industriels sur des sujets de souveraineté, j'allais dire de rattrapage, mais comme il faut un peu d'innovation aussi, mais c'est souvent de souveraineté européenne. Et donc, il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués. Donc, dans les dernières années, si on part dans les 5 dernières années, en fait, on a travaillé essentiellement sur 3 sujets. Il y a eu un sujet qui a été sur les batteries, donc l'IPCEI batterie, un des sujets sur l'électronique, donc Nano 2022, et actuellement, on est en train de travailler sur un IPCEI pour les sujets hydrogène. Alors, l'IPCEI, c'est une dérogation à l'état norme de financer de l'amorçage industriel, donc qui a priori est plutôt concurrentiel. Par contre, c'est des montants qui sont manipulés, qui sont relativement importants. C'est le seul moyen de financer du prêt industriel en plus de la RDI pour un État. C'est un processus qui est malheureusement relativement long parce qu'il faut être capable de le justifier et d'amener des argumentations. Donc, en fait, le processus qui est établi et qu'on a retrouvé sur les 2 auxquels j'ai participé dernièrement, donc en particulier batterie et hydrogène, c'est que les États membres sont amenés à faire un appel à manifestation d'intérêt. Le but est de répertorier, en fait, au sein des différents États, quels sont les entreprises et les groupements d'entreprises qui peuvent être intéressés par participer à cette IPCEI. Donc cet appel à manifestation d'intérêt est fait dans chacun des États et une fois que la Commission européenne a récupéré l'ensemble des intérêts, entre guillemets, il est demandé de faire ce qu'on appelle des approches de matchmaking qui sont prise en compte et pilotée en fait par les directions des différents services. Donc matchmaking, c'est des échanges entre différents pays parce qu'un IPCEI sera soutenu et un projet d'IPCEI sera soutenu que s'il y a plusieurs États membres et énormément d'États membres qui sont impliqués.
l'exemple sur les batteries où on a eu quelques projets qui étaient perçus comme essentiellement franco-allemands, il a été demandé dans les IPCEI à venir, en fait, d'avoir beaucoup plus d'implication d'État et que ce n'est pas simplement la France et l'Allemagne qui doivent tirer, en fait, ces amorçages industriels pour la souveraineté de l'Europe. Donc, on est sur une logique d'un appel à manifestation d'intérêt. Ensuite, au bout d'à peu près un an, cet appel à manifestation d'intérêt, réalisation de matchmaking pour impliquer et mettre ensemble des sujets qui ont des intérêts communs, donc de différents pays, hein, donc et proposer quelque chose qui est plutôt multi-pays. Suite à ça, il y a globalement l'écriture en fait d'un document d'argumentation, hein, qu'on appelle document chapeau. Ce document d'argumentation reprend en fait l'ensemble de la raison qui fait qu'on peut intégrer un IPCEI et c'est transmis à l'Europe après accord donc, de l'État concerné et ça se traduit par une pré-notification. Donc, si on regarde l'hydrogène, en fait, c'est à l'état où on en est. Un AMI a été lancé, donc préparation des sujets hydrogène donc, pendant toute l'année 2019. En 2020, donc en février 2020, annonce de l'AMI l'appel à manifestation d'intérêt. Clôture de cet appel à manifestation d'intérêt en France le 30 juin 2020. Clôture en Allemagne le 19 janvier 2021. Quelques entreprises françaises n'avaient pas pu apporter tous les argumentaires en 2020 et donc il a été fait une nouvelle documentation donc jusqu'en mai 2021 pour les entreprises françaises. Hein, donc il y a deux entreprises qui ont été rajoutées dans le panel. Ça a été transmis donc à l'été à la Commission européenne pour une pré-notification en fait, qui a été annoncée au Conseil national de l'hydrogène au mois de septembre, le 30 septembre de cette année. Pré-notification, ça veut dire que les projets vont être instruits par la DG Concurrence hein, pour vérifier qu'il n'y a pas de problématique à appliquer en fait le processus IPCEI. Et donc, on espère des notifications en fonction des décisions, parce que tous les États doivent être d'accord, des notifications pour le début de l'année 2022. Donc, on s'aperçoit que le processus est un processus, que ça soit sur les batteries, que ça soit sur l'électronique, que ça soit sur l'hydrogène, c'est un processus qui dure au minimum 3 années, en fait, entre les premières approches d'intérêt et la réalisation. Et donc, si on parle en termes de financement, une fois qu'on sera notifié début 2022, les conventions de financement entre les États et les entreprises, en fait, elles sont prévues 6 mois plus tard, entre guillemets, hein, quelques mois plus tard. Donc, on est dans une logique d'un processus relativement long, hein, de plusieurs 3 années. Vous pouvez être amené à compter les dépenses qui sont faites dans le cadre de l'IPCEI à partir du moment où vous êtes pré-notifié. Par contre, vous prenez le risque, si vous n'êtes pas notifié, de ne pas avoir de retour sur les investissements que vous avez faits entre la pré-notification et la notification. Donc, c'est quelque chose qui est important. Il y a eu un établissement de chaîne de valeur stratégique pour la Commission européenne. Hein, dans cette chaîne de valeur stratégique, c'est des points, comme je le dis, sur lesquels on considère qu'il est stratégique pour l'Europe d'être présent et d'avoir l'industrialisation en Europe de certains points. Donc, classiquement, pour l'électromobilité et pour le secteur automobile, on retrouve les batteries électroniques de puissance, l'hydrogène, mais il y a eu d'autres secteurs qui ont été identifiés comme des secteurs de la santé, des secteurs de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, qui sont en cours de réflexion. Donc, s'il y a des questions, je répondrai volontiers aux questions. Je pense que j'ai abordé le sens large en fait, du sujet. Mathieu, ça correspond à ton attente? Oui, très bien, merci beaucoup Jean-Luc. S'il y a des questions, on pourra y répondre en quelques minutes à la fin, si tu veux, Jean-Luc. Ouais. Juste pour compléter, pour l'ordre de grandeur, par exemple, sur la chaîne de valeur de l'hydrogène, hein, depuis la production jusqu'aux usages finaux qui peuvent être des usages de mobilité, il y a eu 15 projets qui ont été notifiés en France, dont 5 sur la mobilité.
c'est des projets relativement importants. Si on parle des batteries, c'est pareil, c'est des grands groupes en fait qui ont été notifiés avec des stratégies importantes. Donc ACC pour Automotive Sales Company, qui est la société commune Total Energy, Stellantis, Mercedes, et qui donc a annoncé déjà plusieurs gigafactories, donc en France à Douvrin, en Allemagne à Rüsselsheim, peut-être en Italie à Termino. Et donc il y a différentes possibilités qui sont évoquées et qui permettent en fait l'accès à des aides d'État pour des investissements qui sont relativement importants. Les investissements sur une gigafactory de batterie, c'est presque 1 milliard par 10 gigawattheures installés. Donc, quand vous faites une annonce, comme certains l'ont fait, de 120 gigawattheures installés, on parle de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards. Ok, très bien, bien noté. Merci Jean-Luc. Donc je pense du coup qu'on a fait globalement le tour des mécanismes et des encadrements, des règlements qui permettent certaines souplesses au régime européen d'encadrement des aides d'État. Maintenant, je voudrais aborder en quelques minutes, avec le temps qui nous reste, les consultations publiques qui sont des canaux via lesquels il va être possible, il a été possible ces derniers mois et il va être possible avec la révision du GBER qui est en cours d'influencer la Commission européenne, en tout cas de porter notre position pour faire passer un message à la Commission européenne, un message qui serait l'importance d'accroître les souplesses accordées au domaine d'activité qu'est la RDI pour qu'il soit toujours plus subventionné et que les raisons pour lesquelles il est important de subventionner ce secteur-là soit bien entendu par l'UE. Donc pour cela, l'Interpol FAMN, que je représente à Bruxelles, répond à ces consultations. On a notamment répondu à la consultation sur les IPCEI et on est en train de préparer une réponse à la consultation sur le GBER. Donc pour la consultation IPCEI, donc c'était en mars dernier et on a déposé une réponse au niveau des FAMN qui allait plutôt dans le sens du coup de la position de la Commission européenne, c'est-à-dire ouverture et inclusivité des IPCEI, augmenter le nombre d'États membres participants. Là-dessus, on a été plutôt nuancé. En revanche, sur le rôle des PME, l'accroissement du rôle des PME, on a encouragé la Commission européenne à aller dans ce sens. Idem pour les priorités politiques de l'UE, puisque c'est dans l'intérêt de FAMN, des pôles de compétitivité et de la filière automobile, du secteur de la mobilité tout entier, selon nous, d'aller dans le sens d'une mobilité plus verte et plus connectée. Concernant la consultation sur le RDIF, donc consultation qui a été ouverte en juin dernier par la Commission européenne, à laquelle on n'a pas répondu directement. Cette consultation, elle visait à pousser un certain nombre de nouveaux sujets, notamment en clarifiant certaines notions, certaines définitions, notamment les notions de pôle d'innovation numérique, d'activités de R&D, d'activités d'innovation des PME, en introduisant de nouvelles dispositions également qui sont résumées dans la colonne du milieu, et surtout en simplifiant administrativement les démarches d'octroi des aides d'État. Et donc actuellement, et la deadline est fixée au 8 décembre, est ouverte une consultation visant à réviser le bloc d'exemption, donc le GBER, premier texte qui a été présenté
lors de ma présentation. Donc, vous retrouverez les détails de ce texte dans les slides. De toute façon, il y a les liens si vous souhaitez creuser un petit peu plus sur le contenu de ce texte que j'ai résumé tout à l'heure. Et globalement, l'objectif de cette consultation, c'est de parvenir à une cohérence avec la révision du RDI Framework qui a eu lieu avant l'été. Donc, faire entrer les objectifs dans le GBER, tenir compte également des évolutions du marché, des priorités de la Commission européenne, le Green Deal, la stratégie industrielle et améliorer, toujours pareil, la sécurité juridique, faciliter la mise en œuvre, donc toujours un point un petit peu plus administratif. Et donc, au niveau des FMN, on est en train de préparer une réponse à cette consultation et pour ce faire, on a besoin de vous, on a besoin de vos contributions. Donc, on vous invite évidemment à aller regarder les tenants et aboutissants de cette consultation. Au niveau des FMN, on a produit une note de synthèse résumant les tenants et aboutissants de cette consultation qu'on pourra vous faire suivre par mail en même temps que les slides et que le lien du replay du webinaire. Donc, vous pourrez regarder ça à tête reposée. Et puis, ensuite, l'idée pour vous, ce sera d'aller remplir le formulaire en ligne dont le lien est au bas de cette slide. Voilà, pour faire valoir vos intérêts, vos idées, vos suggestions, sachant que l'idée, comme j'ai dit, c'est d'intégrer les points ces points-là, en fait, les points de la consultation RDIF au sein du GBER, donc ce qui permettra d'accroître le scope pour lequel il sera possible d'octroyer des aides d'État sans notification et toujours dans le cadre du même plafond de financement. Et puis, autre point sur lequel il serait intéressant pour vous de vous prononcer, c'est sur les définitions de toutes les activités qui ont été mentionnées dans le GBER. L'idée, si vous considérez que les définitions qui sont proposées par la Commission européenne ne sont pas complètes, c'est d'apporter des modifications et de modifications ou supprimer certains éléments et ça apparaîtra dans le position paper final qu'on soumettra à la Commission européenne et ça pourra éventuellement être pris en compte par la Commission européenne dans la régulation, dans le règlement qui sera in fine publié par la Commission européenne et adopté par la suite. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions éventuellement et pour apporter certains compléments si besoin. Donc je vois dans le chat une première. Je vois pas le chat de mon côté. Je sais pas si Vincent, Jean-Baptiste, ou Jean-Luc, vous avez accès au chat et vous pouvez me lire éventuellement là où les questions qui y sont. Oui, du coup, moi, j'avais une question, surtout sur le prochain régime des aides d'État qui prendra fin en 2022, comme indiqué. Quelle était la tendance et les différences qu'il allait avoir? Du coup, globalement, la tendance, c'est premièrement de pousser un petit peu de revoir les définitions, de pousser un petit peu les grandes priorités politiques de l'UE dans les définitions qui seront mises en avant, qui, euh, qui seront mises en avant dans le scope d'activité du nouveau GBER, par exemple.
d'élargir globalement le régime d'exception par rapport aux différents contextes. Et troisièmement, de simplifier administrativement. En fait, ça rejoint un petit peu ce point-là, la colonne de droite, une simplification administrative. En fait, globalement, l'idée, c'est d'élargir le scope au regard de nouvelles priorités politiques, ce qui engendrera une augmentation du nombre d'acteurs concernés par les exemptions et ce qui engendrera un besoin de simplification administrative pour octroyer ces aides d'État. Donc globalement, c'est la tendance c'est la tendance ressentie au niveau de l'Union européenne quant, euh, quant au nouveau cadre encadrement, aux nouvelles régulations qui seront mises en place après 2022. Merci. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, sachant qu'il est midi, qu'on arrive au terme du créneau alloué à ce webinaire, je peux éventuellement vous proposer de terminer le webinaire, de mettre un terme à la réunion en vous remerciant évidemment pour votre attention, pour votre participation et en vous reprécisant mes coordonnées, évidemment, si besoin de plus de renseignements, si vous aviez d'autres questions par la suite. Et également en vous réinvitant à aller vous renseigner sur la consultation qui est ouverte et en vous réinvitant à éventuellement contribuer via le formulaire en ligne qu'on a ouvert à l'élaboration de la position French Automotive and Mobility Network que nous sommes en train d'élaborer, qui, je l'espère, sera fournie et prête à la deadline fixée du 8 décembre 2021. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir.